Bonjour à tous. Bon, ben, je prends la relève après Paul. Je vais essayer de faire la même chose, d'être aussi précise et rapide. Donc, euh, donc voilà, je vais partager avec vous un parcours artistique qui est un peu l'histoire de ma vie. Donc depuis mes premières expérimentations photographiques, j'ai tiré un fil pour dire comment le monde m'affecte et comment j'affecte le monde. Euh, Tout d'abord, au début, il y a eu une rencontre. Et il n'y a rien que ce qui vous entoure. Le silence des nuits blanches et les clameurs du jour, la parure des saisons, les secondes qui s'écoulent et les battements du cœur qui rythment nos destins. Et puis un soir, sans lune, au revenu de tout, on n'attendait plus rien. Une envoyée du ciel tombée sur le bitume vient vous secouer les plumes et vous tendre la main. Ces mots, ce sont les mots de Jacques Higelin, chanteur artiste français inclassable, que j'ai rencontré en 91. J'ai 24 ans et va naître une amitié avec lui, avec cette phrase qui nous lie: et ton regard innocent et ton esprit honnête, garde-les toute ta vie, car la simplicité est la marque des grands. Cet artiste inclassable, comme je viens de le dire, il va croiser la famille Bouglione, le cirque, Youssou N'Dour, artiste africain, chanteur, l'Afrique, il crée des ponts. Et je commence à photographier ce personnage qui chante et vit sa différence. Comme une boussole, il révèle un chemin. Et puis, je vais continuer avec une autre rencontre musicale aussi. En 94, je vais voir ce film d'Alan Parker, Birdie, qui sort en 84 et qui est un premier lien avec cette musique. Donc, l'histoire de Birdie, c'est assez simple. C'est un adolescent qui revient du Vietnam, qui a perdu son visage, il est prostré, isolé. Son regard reste fixé sur le ciel, hein, il rêve de s'envoler. Et j'ai cette scène d'un oiseau en plein vol qui se scratche sur une vitre. Et je suis l'oiseau à ce moment-là. Je suis un petit peu très touchée par cette musique sourde, rythmée, puissante et à la fois fragile. En 89, un autre disque sort qui est passion, qui est la bande originale du film La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Et là, c'est comme si tout mon ressenti du monde résonnait dans ces rythmiques lancinantes et ces sons envoûtants, faits d'instruments traditionnels et de synthétiseurs. Donc là, j'ai à nouveau un désir de rencontre qui naît, simple et précurseur. Ce personnage est intéressant car il est un passeur lui aussi. Il produit des artistes et fait découvrir de nombreux talents avec son label Real World. À la suite d'Higelin, il va chanter donc avec Youssou N'Dour. Il fera connaître Nusret Fateh Ali Khan, qui est un artiste indien. Et puis, il rendra hommage à chaque fin de concert à Steve Biko, qui était un militant anti-apartheid qui meurt en détention en 77, donc en Afrique du Sud. Cette rencontre, finalement, va se concrétiser quelques années plus tard, puisque là, c'est une rencontre symbolique, hein, si je veux dire par la musique. Je vais le rencontrer, je vais partir en tournée avec lui en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et à Hong Kong. Je vais aller plus lentement, c'est mon stress. Oui, elle a raison, merci. J'ai peur d'être trop longue. Ça va aller, merci. Donc à mon retour, elle a raison, merci. Donc à mon retour, je vais expérimenter le labo, c'est-à-dire que j'ai un petit endroit chez moi qui est vraiment un petit recoin, et je vais expérimenter la chimie, je vais développer mes films, je vais faire des choix surtout, je vais tester des papiers. L'odeur de chimie est omniprésente, et je vais retrouver aussi le grain du fusain, c'est-à-dire que la photographie, elle va devenir peu à peu mon moyen d'expression pour dire le monde. Parce que quand j'étais petite, autour des 7 ans, j'ai fait du fusain et de la peinture à l'huile. Et donc évidemment, ce grain me rappelle cette enfance. Donc après ces photographies d'artistes, hein, je vais commencer à faire un travail plus personnel. Et avec cette première photo donc la série s'appelle D'enfant, qui est comme un autoportrait, je vais écrire ce texte qui va l'accompagner et qui dit pourquoi regardes-tu ces milliers d'étoiles et à quoi joues-tu? Près des étoiles, pour voler plus haut, plus loin. La maîtresse m'a mis du scotch sur la bouche, les autres ont dit bien fait, avec à pas parler. Je pleure sous mes draps pour que le monde ne m'entende pas. Dis-moi, à quoi joues-tu et pourquoi regardes-tu ces milliers d'étoiles? Est-ce très long la vie? Quand j'étais petite, j'étais sage. Demain, je vais lancer des graines, je les regarderai pousser au milieu du jardin. La terre est ronde comme un ballon et tourne. Mehdi, c'est moi. Donc cette forme photographique, je ne l'ai pas cherchée, elle est vraiment venue à moi. Et en fait, à la question posée, quel est votre premier souvenir? Quand j'étais petite, je me vois enfant au milieu du monde, en train de me parler à moi-même. Je ne suis pas née, je suis au monde, mais maintenant je demande à naître. C'est ainsi que j'ai grandi,
gardant un dialogue intérieur constant, avec la sensation que quelque chose se cachait derrière la vie réelle, que l'essentiel se trouvait sous la surface apparente des choses et des êtres, comme les courants invisibles des mouvements sous-marins. Donc la photographie s'empare petit à petit de moi, une nécessité. Très vite, ma pratique a été une confrontation avec le réel et sa représentation. Faire face au désordre, prendre le temps, m'arrêter, aller au-delà des doutes et dépasser la surface des choses. Dire ma sensation au monde avec mes propres mots, en remettant en cause les stéréotypes. Une nécessité de ressentir, de réfléchir. Donc j'ai commencé à avoir une réflexion autour du développement primaire de l'enfant, dans sa relation avec l'espace, avec son corps. Donc au moment où il sort un peu du cocon familial et il commence à expérimenter l'environnement. Et donc ce que se passe-t-il au fond de nous, dans cette partie cachée, intime, invisible et mystérieuse? This focus point of ourselves, lorsque nous nous confrontons solitairement aux réalités de l'enfance. Une initiation à jamais déterminante pour l'avenir. J'avais la sensation, comme on disait un petit peu ce matin, que moins on était confronté à la réalité en tant qu'enfant, plus on était fragile. Et je n'avais pas envie de photographier des enfants devant des ordinateurs, puisque j'avais remarqué déjà ça, mais je me suis plutôt questionnée sur un ailleurs. Et quand j'ai commencé à photographier le monde de l'enfance, donc comme je vous l'ai dit, c'était mon point de départ personnel. Et puis voilà, je passe un petit peu sur cette image-là pour avancer. Et donc le flou s'impose à moi, me permet d'exprimer l'insaisissable et cette perception de changement perpétuel. En effet, l'enfant, il tombe, il se relève, il repart, il oublie. En fait, il est émergé dans le monde, il est engagé et il est totalement dans l'instant présent. Et cette intuition de l'instabilité, en fait, c'est vrai que c'est un cadeau, car après, quand on grandit, on a envie de tout figer et on ne comprend pas que tout est tout le temps en changement. Donc il y a une philosophie qui accompagne mes photographies. Je vais en lire quelques passages. C'est à chaque instant, la vie inclut à la fois le corps et l'esprit, le soi et l'environnement, de tous les êtres sensitifs comme non sensitifs. Plantes, arbres, ciel, terre et jusqu'au plus petit grain de poussière, dans toutes les conditions de vie. À chaque instant, une vie pénètre l'univers et se révèle dans tous les phénomènes. S'éveiller à ce principe, c'est saisir en soi-même cette relation. Là, il va y avoir un changement, c'est-à-dire que je vais faire une rencontre avec un pays qui est le Cambodge. Et parce que si je suis attirée, je vais partir là-bas, parce que j'étais impressionnée et attirée depuis toujours par les personnes qui avaient réussi à supporter les plus grandes souffrances. Je me disais, mais d'où leur est venue cette force? Donc la rencontre avec le Cambodge, elle est d'abord une rencontre avec l'histoire. Il y a un lien étrange qui me semblait venir de loin et qui m'a poussée à continuer cette quête. Donc je suis partie en me demandant comment un enfant va trouver son identité dans un pays qui a été confronté au génocide. À l'époque, en 99, il n'y avait pas eu les procès. Donc je me suis dit, comment un enfant se construit alors que ses parents font des cauchemars et n'en parlent pas. Donc, comme un défi, j'ai tenté de révéler ce que l'on ne peut voir. J'ai voulu par là même visualiser des sentiments. Donc, je recueille. En fait, ce que je comprends assez vite, c'est que ma photographie, c'est le fait d'être, de recueillir et après de figurer. Et donc, cet espace à 3 dimensions, j'essaye de rajouter du temps. Et c'est une zone d'indétermination, de flou, qui est une manière pour moi de réintroduire de la vie dans l'image. Parce que pour moi, en fait, la photographie, c'est une langue vivante, avec des creux et des pleins, de l'abstraction, de l'imaginaire, de la matière, où le silence a sa place. Alors Ritipan, qui est un cinéaste cambodgien, va mettre quelques mots devant ses portraits d'enfants. Et il dira, c'est très curieux, ces enfants ne sont pas des gamins, ni des personnes qui parlent, ils sont des êtres, ils sont la vie. Ils ne demandent rien, ils veulent causer, c'est tout. Ils ne jouent pas sur nos bons sentiments. Dans ces images, j'ai le sentiment que quelqu'un dérive, puis qu'on le ramène petit à petit, pas à pas. La vie est là, mais n'est pas encore visible. Donc là, il y a quelques images qui vont suivre. Je vais retourner au Cambodge pour photographier quitter le monde de l'enfance, du devenir, pour aller vers un monde un peu plus refermé sur lui-même, un monde féminin, un temps où la conscience du passé est encore douloureux et irrévocable.
En fait, j'ai posé mon regard sur des femmes qui sont des nonnes. Donc, elles sont pour la plupart rescapées du génocide, donc Mère Rouge. Elles cherchent à oublier, elles finissent leur vie dans la pagode, donc pour elles au plus près du Bouddha. Comme un écho à des thèmes qui m'obsèdent, en fait, la place des femmes, la fin de vie et la spiritualité. Donc, dans la tradition du bouddhisme Theravada, c'est le petit véhicule, la femme n'a pas de droit. Et ce manque de statut officiel fait qu'il est facile il est facile à des mendiantes, en fait, de se faire passer pour des nonnes. Donc, ça rabaisse encore plus leur image. Donc, toutes de blanc vêtues, rasées, elles se doivent d'être soumises devant les moines et ont l'obligation de respecter des principes stricts. Mais malgré la dureté de ces conditions d'intendance, se levant à 4 heures du matin pour préparer les repas des bonzes, elles arrivent malgré elles à voler un peu de liberté. Elles prient et apportent à leur manière un peu de douceur. Lorsqu'une école est accolée aux petites maisons de bois où elles sont, les vieilles femmes abritent parfois des enfants dont les parents habitent trop loin, ou alors elles permettent à des étudiants de venir manger avec elles. Il faut savoir que leur nourriture, c'est vraiment le riz, et c'est les quatrièmes, enfin le repas, c'est vraiment les quatrièmes, elles récupèrent vraiment les restes, quoi. Et donc, c'est une mini-société qui survit dans un grand dénuement et une grande injustice. Donc, elles sont plus que marginalisées, elles ne figurent tout simplement pas dans le tableau. Donc là, il y a quelques images qui vont suivre. Ensuite, je me retrouvais entre 2004 et 2009 à partir sur le continent africain et puis le Brésil, Madagascar, un peu plus que l'Afrique. Et j'ai questionné ce que l'on nomme l'Afrique en montrant chaque endroit traversé de manière singulière. Portée aussi par cette conviction que le monde ne se réduisait pas à ma propre culture. Donc j'ai collaboré avec les missions d'action contre la faim, et notamment en Somalie, où j'ai croisé l'histoire de Waris Dirie. Et pourquoi je parle de Waris Dirie? C'est parce que la photo qui est à côté du texte est pour moi une photo importante, parce que c'est une petite fille qui vit et puis qui va tout à coup disparaître. C'est-à-dire qu'on voit une enfant dont le corps s'efface. Elle n'a plus que le foulard sur sa tête. Donc avant de partir au Cambodge, j'avais lu cette histoire de Waris Dirie, qui était en fait une petite fille qui était dans la brousse et qui va s'échapper et va se retrouver dans la capitale, à Mogadiscio. Elle va devenir une petite bonne, et de là, elle va se retrouver en Angleterre comme femme de ménage, je crois. Et elle va être photographe. Un photographe va la croiser dans le métro et elle va devenir une grande mannequin. Et aujourd'hui, elle est une grande figure de la défense des petites filles face à l'excision. Donc voilà. Et de tous ces travaux sur l'Afrique, je vais faire un livre qui va s'appeler Seul l'air, et en hommage au poème de Pablo Neruda, qui dit non, je vous lis juste quelques phrases, hein, qui dit: non, air, ne te vends pas, que nul ne te canalise, ne te mette dans des conduits, ne te mette dans des boîtes, ne te comprime, ne fasse de toi des tablettes, ne te mette en bouteille. Attention, appelle-moi quand tu auras besoin de moi. Ce matin, j'écoutais les infos et j'ai appris que Pablo Neruda, aujourd'hui, je crois, ils viennent de dire qu'il a été a priori assassiné, en fait. Ils ont réussi voilà, c'est une info qui est ce matin. Je crois que sa famille, ça faisait un petit moment qu'ils voulaient savoir. Ils voulaient savoir s'il était mort vraiment à 60 ans, je crois, d'une crise cardiaque, ou s'il avait, a priori, il aurait été assassiné. Donc il y a quelques photos qui vont suivre. En exil, on vit suspendu. Il n'y a pas de fin à la condamnation, pas de date fixée, juste l'interminable attente que quelque chose change dans la conscience, qu'on ne retrouvera rien comme on se le rappelle. J'ai attendu sans savoir quoi. Le soleil est haut dans le ciel, et je n'ai plus envie de le regarder, plus envie de sentir le poids, de devoir l'accompagner sur son chemin. Demain, le soleil devra marcher tout seul. Ce sont des mots de Naoui Olin qui m'ont accompagnée aussi pendant ce travail. Il y a eu un petit passage alors en 2016. En 2016, tout s'écroule un peu autour de moi. C'est-à-dire que quand je vais acheter du papier photographique pour faire mes tirages, on me dit qu'il n'existe plus. Et puis j'ai une sorte de personne du milieu qui me propose d'être mon parrain pour un concours. Donc je me dis, bon, bah, je vais prendre ce que j'ai à côté de moi. Donc j'ai fait des polaroïds sur tous ces objets qui disparaissaient. Donc je vais faire un travail qui va s'appeler Objets perdus.
Et le premier objet, c'est un agenda mensuel daté de 1940 et ses 12 carnets vierges. Monthly diary dating from 1940 and its 12 banknote books. Et donc là, je vais interroger qu'est-ce que sera la mémoire pour les futures générations. Je me pose la question de faut-il résister vainement ou s'adapter en ignorant le passé? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la mémoire? Est-ce que c'est une mémoire des fragilités humaines, de ce qu'il reste lorsqu'il y a disparition? Les mots effacement, jetable, marchandises économiquement non réparables, attachement, tout ça me questionne et je me demande si je ne m'attache moi-même à ces objets perdus ou si je m'en détache en les photographiant. Film négatif qui va disparaître, négative film which is going to disappear. Carnet de correspondance sans correspondant, correspondence notebook without correspondence. Et puis flacon qui n'a plus d'eau, flask containing no water. En 2012, je retourne au Cambodge. Évidemment, je me demande, je veux photographier, mais en tirant mon film, mais différemment. Donc là, je vais faire une série, je pense que tu peux montrer quelques photos qui suivent, sur la nature de nos échanges. Quelle est la nature dans notre milieu professionnel, dans notre cercle familial, dans nos relations affectives? Comment on prend position, en fait, devant la circulation des biens, le flux incessant des informations, l'écoulement du temps, la frénésie d'où je donne et je reprends? Qu'est-ce qu'une main tendue? Ai-je le devoir d'y répondre? Puis-je encore donner sans attendre quelque chose en retour? Est-ce que le désir engendre forcément l'envie de posséder? Faut-il se protéger des autres? Pourrons-nous prendre la parole à l'avenir sans appartenir à un quelconque réseau? Est-ce que l'échange naturel dont parlait la Bruyère n'a pas totalement ou presque disparu? Parviendra-t-on à préserver notre identité et nos secrets? Mes photographies ne donnent pas de réponse, elles suggèrent un dialogue qui ne vient pas forcément naturellement. Mes photographies ne donnent pas de réponse, elles rappellent une certaine attention à l'autre, une écoute, une patience. En se mélangeant, en se touchant, en se serrant, on touche à l'essentiel de l'être, au sensible, et on touche à l'ineffable. Je pense que là, vous commencez à comprendre que je me pose des questions quand même sur la photographie et sur ce qu'il... Mais je continue, je m'accroche. Et j'ai ces mots de Lévinas qui sont là toujours. La relation avec l'autre est une relation avec un mystère. C'est son extériorité ou plutôt son altérité qui constitue tout son être. Je repars au Cambodge et je vais peut-être avancer parce qu'il faut qu'il y ait du temps pour mon ami. Donc là, on va... Non, c'est bon. Je refais des photos sur le Nouvel An, qui est l'occasion pour toute la société, en fait, du plus bas de l'échelle jusqu'aux hautes sphères du pouvoir, d'aller dans les pagodes. C'est pour célébrer les morts et les plus démunis. Et cette tradition bouddhique dure 3 jours et permet de réunir tout le peuple khmer. C'est une occasion de faire un don, c'est une marque de gratitude et de respect. Et c'est un salut aux âmes errantes entre la terre et le ciel. Et ces cérémonies, elles permettent aux vivants d'apaiser les âmes de leurs défunts, notamment par l'offrande de prières, de nourriture, de jeux et de musique. Donc je photographie ces jeunes personnes. Et puis il va y avoir ce travail d'argile en 2013. Donc je vois le film du cinéaste Ritipan, L'image manquante. On a déjà collaboré ensemble, on se connaît. Et puis tout d'un coup, il y a ces personnages miniatures qui sont modelés dans de la terre glaise et qui évoquent la tragédie du peuple cambodgien sous le régime des Khmers rouges. Alors me vient cette envie irrépressible de les photographier, presque 10 ans après avoir saisi mes enfants. Et devant ces visages, je pense à nouveau à ce que dit Emmanuel Lévinas, qui dit que devant l'accès au visage d'autrui, en fait, Emmanuel Lévinas, il ne parle pas de sensation, mais de sentiment. Et il dit que devant le visage d'autrui, il y a un double sentiment. Autrui est un maître d'enseignement, sa parole est à écouter, et aussi autrui peut donc m'apprendre quelque chose. Il est en détresse et sa responsabilité m'incombe, donc sa douleur me concerne. Donc je vais faire ces photographies de ces petits personnages. Il faut savoir que le visage, il est plus petit que l'ongle de ma main. Donc je découvre les yeux, les expressions à peine perceptibles à l'œil nu. Je vais les photographier jour après jour. Il y en a une centaine. Et en fait, je vais les mettre comme ça au coin de la table et en les regardant passer du rire aux larmes. Parce qu'en fait, grâce au pouvoir de la lumière et de l'outil photographique, il y a le saisissement en fait que ces personnages revenaient. Ils étaient à nouveau vivants. Et à nouveau, la voix de Ritipan qui dit 1 million de morts, c'est une personne, plus une personne, plus une personne. Et donc ces personnages sont immobiles, ils sont figés. Et pourtant, quelque chose se passe. Ils nous rappellent et ils nous appellent. Ils me disent à moi qu'il n'y a de révolution que personnelle et singulière.
Et j'imagine qu'il me parle d'Albert Camus, leur murmurant à l'oreille « Un homme, ça s'empêche ». Et donc, je vous propose de regarder, voilà, série de portraits. Je continue toujours avec cette idée du commun et je vais partir en Afrique du Sud pour une bourse où je vais aller photographier l'Afrique du Sud aujourd'hui. Et à nouveau, j'ai cette phrase, des phrases toujours qui me suivent, qui me permettent aussi d'être encore plus précise dans mon désir et dans ma vision. Donc là, c'est René Char qui s'invite et qui dit « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». En Afrique du Sud, c'était vraiment ce ressenti-là. C'est-à-dire que c'est un pays où il y a l'histoire, le discernement de tout un peuple, une oppression endurée, des traces indélébiles, visibles et invisibles, et puis la majesté d'un territoire, d'un espace, où a été repensée à un moment donné l'idée du commun. Donc l'espoir n'est pas seulement l'espoir de quelque chose, il est là à penser comme une mise en acte, une tension. Et la jeunesse que j'ai observée, le regard est devant elle, ils s'ancrent dans leur territoire et ils essayent ils recherchent en fait une unité dans cette complexité de leur pays. Donc saisis avec leur téléphone portable ou bien en train de dessiner au crayon leurs propres images, je questionne la vitesse, l'attachement, les liens, le double, l'image de soi. Comment construire un récit collectif, une nouvelle promesse ou un champ des possibles. Donc là, pour la petite histoire, en fait, ce sont des personnages, des jeunes adultes qui se dessinent. Ils sont à Soweto. Ils sont invités par un activiste d'origine indienne qui a travaillé dans le théâtre, qui est un pédagogue. Et en fait, il leur propose il travaille avec eux dans le dialogue et il leur montrait comment se dessiner. Donc, ils se sont mis à dessiner. Et dans l'instant, j'ai décidé de les photographier en train de se dessiner, de faire une superposition. Et en fait, petit à petit, c'est quelque chose qui a déjà démarré depuis quelques années. Je me pose vraiment des questions. On est en 2017, j'ai 50 ans. Et je me pose cette question de quel est le sens de faire des images aujourd'hui. Quelles sont les images de demain? Donc je me questionne. Je me dis que c'est peut-être la fin de la photographie. Je me dis réellement que moi, j'ai plus grand-chose à dire. Et surtout, qu'ajouter au brouhaha? Quel est le sens face à ces millions d'images? Surtout que le même, ce que j'appelle le même, est partout, sur toutes les foires d'art contemporain. On est comme dans une sorte de dictature de la visibilité. C'est Annie Lebrun qui parle de ça, de cette femme écrivain, autrice, qui parle de cette image numérique vide qui ne sert qu'à la surveillance. L'image ne montre plus, elle se montre. Donc, elle parle du verre qui est à l'intérieur du fruit. Le nombre s'est installé au cœur de l'image jusqu'à y anéantir toute trace d'imagination en même temps que toute négativité. Et alors que ce qu'on nomme le vide est au centre de ce que nous sommes, les images invisibles sont souvent celles qui sont les plus importantes à nos yeux et à mes yeux. Et le moment le plus cher est le plus souvent peu démonstratif, indéfinissable. Donc la science nous dit que le vide est composé de particules endormies. Lorsqu'elles rentrent en collision, elles provoquent de l'énergie. Et en absorbant cette énergie, ces particules deviennent réelles. Et donc je me dis, les images de demain si elles se trouvaient dans cet espace-temps? Donc je continue quand même, mais voilà, le confinement arrive. Et puis je lis un livre assez banal, qui s'appelle D'un cheval l'eau de Bartabas. Il s'avère que depuis que je suis enfant, j'aime les chevaux. Ce que j'aime chez les chevaux, c'est le silence. Et c'est ce lien, cette chose indescriptible qu'on ne peut décrire. Et en fait, en lisant ce livre, à 3 reprises, j'ai une émotion très forte qui monte. Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose avec ça. C'est pas possible. On est dans un monde où je ne sais pas ce qui sera demain. Mais que vais-je faire de ça? Et donc, il parle du fait aussi que dans ce livre, il fait référence à la Première Guerre mondiale, qui vit mourir 9 millions d'humains et sous eux 10 millions de chevaux. C'est une petite anecdote, mais qui me touche, moi, personnellement. Et puis, il part dans ce livre, ce qui est étonnant, c'est qu'il parle de tous les chevaux qu'il a rencontrés et des derniers moments avec ces chevaux.
Et il parle un des chevaux qui était malade. Et il dit que, contrairement à l'homme, l'animal ne peut voir venir la maladie et le chaos qu'elle entraîne. Il ne peut l'imaginer ni même l'envisager comme une hypothèse. Mais lorsqu'elle survient, l'animal l'accepte comme une évidence. Avant de partir pour la clinique, donc il parle d'un cheval qui s'appelait Donor. Avant de partir pour la clinique, Donor a mis sa tête sur mon épaule et je me souviens que nous nous sommes tus longtemps. Donc je vais décider à ce moment-là de faire une formation de soins auprès des chevaux. Je tente le coup et puis ça fonctionne. Donc je vais démarrer ça. Et puis, en parallèle de ça, la vie va me rattraper parce que, étonnamment, il s'avère que, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai un chat, je ne voulais pas de chat, mais bon, j'ai un chat chez moi qui est jeune, qui a 5 ans. Et le jour où j'ai un ami avec qui j'ai vécu qui était très malade, et j'apprends que c'est foutu, il n'en a plus que pour quelques semaines, j'apprends que mon chat a un cancer. Et donc, de par ma culture, j'étais prête à le faire euthanasier. Et puis donc, très sûre de moi, je vais aller à la clinique et je vais rencontrer une chirurgienne incroyable qui va comprendre qu'il y a un autre mort pas loin et qui va me dire, je garde un rendez-vous pour vous, mais surtout, réfléchissez bien et écrivez, donnez-moi votre réponse ce week-end et écrivez toutes les raisons pour lesquelles vous auriez décidé de euthanasier votre chat. Je rentre chez moi et très tranquillement, j'ouvre un livre et le livre, en fait, je tombe au hasard, mais je cherche une réponse. Et je tombe sur un mot qui veut dire, en sanskrit, qui veut dire la capacité de soutenir et la capacité de protéger. Et là, donc, je décide d'opérer mon chat. Et je vais partir dans tout un délire où je vous passe les détails, où je vais accompagner une personne avec qui j'ai vécu, un ancien amour et mon chat. Et en 1 mois et demi, je vais perdre, en fait, entre le 1er février 2021 et le mois d'avril 2021, je vais perdre mon premier chat, un amour, mon premier collectionneur, un ami de mon père et le fils d'une amie. Et je vais écrire un livre à la suite de ça. Et puis, je vais raconter pour moi. Et puis, je vais avoir de la joie de raconter. Et puis je vais continuer avec cette phrase d'Albert Camus, partagée avec cette chirurgienne quand finalement mon chat est mort, qui me dit que c'était son livre de chevet et que, avec ces mots, je ne sais pas ce qui m'attend ni ce qui viendra après tout ceci. Pour le moment, il y a des malades et il faut les guérir. Ensuite, ils réfléchiront et moi aussi. Mais le plus pressé est de les guérir. Je les défends comme je peux, voilà tout. Et donc, je vais faire une série. Je vais commencer à photographier la chirurgienne. Il n'y a plus d'initiation ni de quête. L'appareil photo n'est plus entre moi et les autres. Ma main n'a plus besoin de l'appareil. C'est la main même aujourd'hui qui peut agir avec les chevaux, qui peut aussi encore faire des photographies. Donc je vais toucher le corps de l'animal, ce sont celles du soin, pour un état d'être dans la vie et sur le moment même. Et donc il y a une photographie qui accompagne cet état de fait. Et puis je vais finir sur quelques mots encore. Dès qu'on le pense, l'absence de photographie devient un manque essentiel et même un problème. Comment ont-ils vécu sans photo ? Il n'y a rien qui reste après la mort du visage et du corps, aucun document sur le sourire. Et si on avait dit aux gens que la photo viendrait, ils auraient été bouleversés, épouvantés. La vie matérielle, Marguerite Duras. Et puis, ce que je regarde par la fenêtre d'un train, ce qu'il y a dehors disparaîtra si j'arrête de le regarder. Voilà, merci.